C'est l'histoire d'un malentendu qui dure depuis 70 ans. Au départ, la télévision les ignorait, puis elle a tenté de les éduquer. Et finalement, elle a décidé de leur vendre des jouets. On pense souvent que la télévision a façonné les enfants, mais la réalité est beaucoup plus surprenante. Ce sont les enfants qui ont forcé la télévision à se réinventer. De la pédagogie sage de l'ORTF à la machine de guerre du Club Dorothée, jusqu'à l'exportation mondiale de nos dessins animés. Aujourd'hui, la télé-jeunesse n'a jamais été un jeu d'enfant, c'est un laboratoire. Le laboratoire secret où s'est inventé le téléspectateur de demain. Comment la France est-elle passée de Bonne Nuit les Petits à devenir le deuxième pays du manga au monde? Pourquoi les adultes d'aujourd'hui continuent-ils de regarder les dessins animés de leur enfance? Bienvenue dans l'histoire de celles et ceux qui ont grandi devant l'écran et de l'écran qui a grandi avec eux. Encyclomédia saison 1, épisode 5, c'est parti! Encyclomédia, l'histoire des médias sur Radio Campus Paris. Un samedi par mois à 20h sur le 93.9 FM et radiocampusparis.org. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Campus Paris et bonne année 2026. Bienvenue dans Encyclomédia, votre émission dédiée à l'histoire des médias. Comment sommes-nous devenus des enfants de la télé? Pour répondre à cette question, il faut remonter à une époque où l'écran était une page blanche et l'enfant une énigme. Nous sommes en octobre 1949, la télévision française balbutie, à peine quelques milliers de postes dans tout le pays, et pourtant, dès ce moment fondateur, une émission leur est dédiée, les aventures de Télévisius. L'historienne Gératine Poels l'a montré dans ses travaux, l'enfant téléspectateur n'existait pas. Il a donc fallu l'inventer. Mais comment inventer ce qu'on ne comprend pas? À l'époque, la télévision est dirigée par des pionniers. Leur obsession n'est pas de divertir, mais d'élever. Télévisius, puis le Club du Jeudi, Martin et Martine, ce ne sont pas des shows, ce sont des prolongements de l'école. Et pour connaître ce mystérieux public, les méthodes sont artisanales. William Magnien, qui dirige le service jeunesse de la RTF de 1952 à 1961, organise des enquêtes à sa façon. Chaque samedi après-midi, il reçoit 20 élèves des différents quartiers de Paris. On les scrute, on les interroge, on les met en fiche. Et c'est tout. Le panel officiel de téléspectateurs, lui, ne concerne que les plus de 15 ans. Il faudra attendre 1971 pour qu'on daigne mesurer l'audience des 10-14 ans. Faute de comprendre les enfants, la télévision va donc les standardiser. C'est ce que m'expliquait Axel Toos, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles et producteur chez Dorf Entertainment. À l'époque, quand tout ça est arrivé, s'est développé, donc on va dire fin des années 70, début des années 80, il y avait une case jeunesse presque universelle où on mettait, tout dedans. Et c'est notamment dû à cette incompréhension, à cette malconnaissance même. On a inséré la japanimation, qu'il y a eu toutes les dérives qu'on leur connaît avec des contenus qui au final n'étaient pas tant pour, les enfants, pour du moins ce qu'on appelle de manière générale le jeune public. Aujourd'hui, avec une bonne trentaine ou quarantaine d'années d'expérience, de ça, on a surdécoupé le public. C'est-à-dire qu'on est complètement à l'opposé de tout ça. Une case universelle. Voilà le paradoxe fondateur de la télévision jeunesse française. On crée des programmes pour les enfants sans jamais vraiment définir ce qu'est un enfant. 3 ans, 8 ans, 14 ans, tout le monde regarde la même chose. Mais cette standardisation par défaut produit aussi des chefs-d'œuvre. Les années 60 voient naître les grands feuilletons du dimanche après-midi, Ivanhoé en 1959, Thierry Lafronde en 1963, Belle et Sébastien en 1965. Ces programmes sont pensés pour la jeunesse, mais ils rassemblent toute la famille. Une enquête de la fin des années 70 le confirme. Quand on demande aux enfants de cours moyens quels sont leurs héros préférés, les 3 premiers sont tous issus de feuilletons télévisés. La télévision est devenue le fond commun des cours de récréation. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils. 1974 marque un tournant.
L'île aux enfants débarque sur la 3e chaîne, puis sur TF1. Casimir, le gentil dinosaure orange, devient une star nationale. Pour la première fois, une génération entière va grandir avec un personnage de télévision comme compagnon quotidien. Les rituels familiaux s'organisent autour du poste. Une animatrice de maternelle note en 1974 que ses élèves récitent des slogans publicitaires à la cantine. La télévision s'est installée dans les foyers. Elle fait désormais partie de la famille. Récré à deux, enfin récré à deux. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin sourire et de chanter avec vous. Qu'il fait bon vivre avec. Jacqueline Joubert, ancienne responsable du service jeunesse de l'ORTF, revient à Antenne 2. Elle crée un titre fédérateur pour rassembler toutes les émissions destinées aux jeunes, Récré à deux. L'ambition reste celle du service public. On propose un éventail diversifié, fiction, documentaire, divertissement, mais quelque chose change. Car Récré à deux invente une figure nouvelle, l'animatrice star. Une jeune femme de 24 ans, arrivée fugacement en 1978, s'impose peu à peu. Elle s'appelle Frédéric Hochdé. Son surnom, vous le connaissez, c'est Dorothée. Spontanée, drôle, un rien déluré, les enfants l'adorent. Elle reçoit 1000 lettres par jour. Jean-Luc Azoulay, qui deviendra le producteur du Club Dorothée, raconte cette filiation directe entre Récré à deux et ce qui suivra. Alors, le Club Dorothée est en réalité la suite de Récré à deux. Dorothée a commencé Récré à deux en 77, 78, je ne sais plus exactement. Et Récré à deux, c'est une émission dans laquelle, pour la première fois, il y avait des animateurs qui parlaient aux jeunes un petit peu normalement, un petit peu pas comme à des enfants, mais comme à un vrai public. C'est Jacqueline Joubert qui avait lancé ça, à qui je rends hommage. Et Dorothée, donc, a fait 10 ans de Récré à deux avec William Lémergie, il y avait déjà Jackie, il y avait déjà Patrick Simpson-Jones, il y avait déjà Corbier. Donc, à partir de la base de Récré à deux, on a fabriqué une émission beaucoup plus avec plus d'interactivité avec le spectateur, avec un ton encore plus proche du spectateur et avec une équipe formidable qui a fait des résultats étonnants. Parler aux jeunes normalement, plus d'interactivité. Voilà le changement de philosophie. Pas comme à des enfants, mais comme à un vrai public. Et une équipe qui va porter ce projet pendant 10 ans. Mais cette télévision reste une forteresse morale, car dans les coulisses, la peur domine. Peur de nuire à la santé de l'enfant. Peur de le détourner de ses devoirs. Dès 1959, une enquête s'inquiète de l'influence hypnotique de l'écran. Les westerns sont publicités par les jeunes. William Magnin le sait très bien. Mais il l'écrit noir sur blanc. En France, les éducateurs ne veulent pas entendre parler de ce culte de la violence. Résultat, on sert à l'enfant ce qu'on estime bon pour lui, jamais ce qu'il demande. Le sociologue Éric Neveu a trouvé la métaphore parfaite. C'est une logique gastronomique. Des chefs, les pédagogues, préparent des plats pour des convives qu'on n'a jamais consultés. Et puis tout bascule. 1984, les chaînes privées arrivent. D'abord Canal+, puis la 5 en février 86. Le volume de programmes jeunesse explose. En 10 ans, on passe de 535 heures annuelles à 3600. Mais les budgets, eux, n'augmentent pas. Alors on apporte massivement. Le 2 septembre 87, TF1 privatisé lance le Club Dorothée. Ce n'est plus une émission, c'est une machine. 5 heures de direct le mercredi, 3 heures le samedi, des centaines d'épisodes de Dragon Ball, Seth Seiya, Olive et Tom, et surtout un écosystème commercial intégré. Ça donne envie de chanter, donne envie de rêver, ça vous met dans le cœur un petit peu de bonheur. Mais que se passait-il vraiment dans les coulisses de cette machine ? Billy l'a vécu de l'intérieur. Arrivé en 1992 comme assistant de production chez AB, il a découvert ce qu'il appelle Hollywood sur scène. On appelait ça Hollywood sur scène, c'est-à-dire que c'était vraiment une fourmilière, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait bien sûr le Club Dorothée qui était le vaisseau amiral avec plusieurs studios, le plateau 900 pour les directs, le plateau 200 pour les quotidiennes,
le plateau en extérieur, l'Hacienda pour les Dorothée Vacances. Et puis, à côté de ça, il y avait les autres plateaux avec les sitcoms, avec les séries, Hélène et les garçons, etc., etc. Donc, quand vous vous retrouvez du jour au lendemain propulsé dans ce Hollywood sur scène, dans ces studios d'AB, déjà, il faut assimiler tout ça, le temps de rencontrer les gens, les équipes, de croiser les gens. C'était vraiment une fourmilière. Une fourmilière, un vaisseau amiral. Les métaphores disent tout. Le Club Dorothée n'était pas une émission de télévision, c'était une industrie. Et contrairement à ce que pouvait laisser croire l'ambiance bon enfant à l'écran, rien n'était laissé au hasard. C'était tout sauf du bricolage. Simplement, on avait l'impression on donnait le sentiment qu'on s'amusait, parce que c'est vrai que ça, c'est ce qui passait dans les émissions, que tout le monde s'amusait, que c'était la vraie, mais c'était avant tout beaucoup de travail. Donc c'était tout sauf tout sauf du bricolage et tout sauf de l'improvisation. Tout sauf du bricolage. En une phrase, Billy déconstruit un mythe. Le Club Dorothée n'était pas une cour de récré improvisée, c'était une machine de guerre, avec ses codes, ses exigences et sa pression. Car derrière la légèreté apparente, il y avait TF1. Et TF1, c'était la pression des audiences. TF1 et mon cœur fait boum. Quand on dit que les audiences étaient affichées dans l'ascenseur à TF1 le matin, c'était pas une légende. Le matin, quand vous arriviez, il y avait les audiences de la veille affichées dans l'ascenseur, et voilà. Non, quand vous travaillez pour une chaîne privée, en l'occurrence la TF1, évidemment, il y a quand même une grosse pression. Il y a quand même une forme de pression. Et Dorothée ne se contentait pas de toucher les enfants. Elle touchait la cible la plus précieuse pour les annonceurs de l'époque, la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Une émission familiale regardée ensemble du matin au soir. Jean-Luc Azoulay confirme cette stratégie de rassemblement. Un rendez-vous de tous les enfants et de toutes les familles. Parce que le Club Dorothée, c'était regardé par les enfants, mais aussi par les mamans, puisqu'on faisait, ça s'appelait comme ça, une part de marché ménagère très importante, c'est-à-dire que ce qu'on appelle maintenant les femmes responsables des achats, parce que c'était une émission fédératrice. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu, avec Dorothée, faire une émission pour les enfants. On considère les enfants comme des sous-êtres, mais on considère les enfants comme des êtres humains à part entière. Et je pense que c'est la vérité. Les enfants sont des êtres humains à part entière dès leur plus jeune âge. Donc voilà, je crois que c'est ça le secret du Club Dorothée, c'est de ne pas avoir fait d'émissions bébêtes pour les enfants. Ah, bonjour les petits-enfants, comment ça va les petits-enfants? Considérer les enfants comme des êtres humains à part entière, c'est l'exact opposé de la logique gastronomique décrite par Éric Neveu. Plus de pédagogues préparant des plats pour un convive absent, un public qu'on respecte. En 50 ans, la télévision jeunesse française a donc accompli une mutation complète. Elle est passée d'une logique de l'offre, des pédagogues décidant ce qui est bon pour l'enfant, à une logique de la demande, des industriels cherchant ce que l'enfant désire. D'une case unique et indifférenciée à une machine de guerre commerciale. De la speakerine à la grande sœur, de Casimir à Dorothée. Mais cette révolution a un prix, car en traitant l'enfant comme un consommateur, la télévision va déclencher une guerre culturelle, morale, politique, le champ de bataille, les dessins animés japonais. Très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000. Juillet 1978, la France s'étouffe sous la canicule et dans la différence générale des adultes, une bombe culturelle explose sur Antenne 2. Son nom, Goldorak. Programmée comme bouche-trou de l'été, la série passe totalement inaperçue des parents. Mais les enfants, eux, sont scotchés devant le poste. À la rentrée de septembre, c'est l'hystérie. Dans les cours de récréation, les enfants ne parlent plus que de ça. Ils scandent des mots étranges. Fulguro point, astéro H, autolargue, un vocabulaire inventé de toutes pièces que les adultes ne comprennent pas. Et c'est précisément là que le malaise s'installe. Car Goldorak, ce n'est pas qu'un robot géant, c'est un langage, un code d'entrée dans un monde où les adultes n'ont pas leur place. La chercheuse Bernadette Drouet, dans l'école des parents, tente d'analyser le phénomène. C'est une histoire ésotérique, dans laquelle les adultes n'ont point leur part. Et elle ajoute cette phrase lourde de sens. La violence est ailleurs.
Elle est dans cette jouissance profonde et sauvage qui investit les enfants lorsqu'ils regardent ce genre de dessin animé. Une jouissance que les adultes ne contrôlent pas. Une jouissance qui leur échappe. Mais d'où vient ce robot? Pour le comprendre, il faut remonter au Japon des années 60. En 1963, un certain Osamu Tezuka, considéré comme le père du manga moderne, crée Astro le petit robot. C'est la première série animée japonaise diffusée à la télévision. Tezuka réussit un pari fou. Produire un épisode de 20 minutes par semaine avec des budgets dérisoires. Pour compenser, il invente des techniques d'animation économiques. Moins de dessins par seconde et davantage de plans fixes. 10 ans plus tard, un autre auteur, Go Nagai, franchit une étape supplémentaire. Il introduit une vraie violence dans ses mangas. Devilman, puis Mazinger, l'ancêtre direct de Goldorak. Le modèle est né, des robots géants, des combats cosmiques et des enjeux de vie ou de mort. Ce que la France découvre en 1978, c'est donc le produit de 15 ans d'évolution d'une industrie culturelle japonaise extrêmement sophistiquée. Une industrie qui a compris, bien avant nous, que les enfants ne veulent pas seulement être éduqués, ils veulent vibrer. Mais en France, on ne voit qu'une chose, le prix. Goldorak écrase les prix, titre l'hebdomadaire L'Express en juin 1991. Et les chiffres sont vertigineux. Acheter une minute de dessin animé japonais coûte entre 1000 et 2000 francs. En fabriquer une en France, entre 30 et 40 000 francs, 20 à 30 fois plus cher. Face à cette équation économique, les chaînes n'hésitent pas. En 10 ans, le volume de programmes jeunesse passe de 535 heures annuelles à 3600, et pour remplir ces grilles à moindre coût, on importe massivement. Résultat, en 1988, 85% des programmes jeunesse diffusés en France viennent du Japon et des États-Unis. Jean-Luc Azoulay explique pourquoi le Club Dorothée s'est tourné vers le Japon. On a pris ça parce que c'était pas cher. On a pris ça parce que il n'y avait pratiquement plus de dessins animés français qui avaient tous été achetés ou européens par la 5 de Berlusconi. Donc il nous fallait des programmes. Et moi, grâce à mes débuts avec Sylvie Vartan, je connaissais bien le Japon puisque Sylvie était une star au Japon, j'y allais régulièrement. La 5 de Berlusconi avait raflé le catalogue français. Le Japon était donc la seule alternative économiquement viable. Et c'est là que la panique morale s'installe. En 1980, le chiffre d'affaires généré par les produits dérivés de Goldorak atteint le milliard de centimes. 1 milliard. Pour un dessin animé diffusé en catimini pendant l'été. Jacqueline Joubert, alors responsable du service jeunesse d'Antenne 2, est sidérée par ces chiffres. L'année suivante, la psychologue Liliane Mursa publie un ouvrage au titre devenu célèbre, à 5 ans, seule avec Goldorak. Elle y décrit des enfants fascinés, captifs, incapables de distinguer le réel de la fiction. Le livre fait l'effet d'une bombe. La presse s'empare du sujet et soudain, les néologismes fleurissent. Japanimation, japoniaiserie et le plus cruel, Goldorothée, contraction de Goldorak et Dorothée. Avec le recul, voir qu'une série animée comme Goldorak puisse susciter autant de critiques paraît totalement ahurissant. Mais à l'époque, la sidération était réelle. Car ce que les adultes rejettent dans Goldorak, puis dans Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque ou Ken le Survivant, ce n'est pas seulement la violence, c'est l'altérité, une culture venue d'ailleurs, avec ses codes graphiques, les gros yeux, les cheveux multicolores, ses récits initiatiques et son rapport décomplexé à la mort et au combat. L'historienne Géraldine Poels a identifié 2 grands pics de panique morale dans l'histoire de la télévision jeunesse française. Le premier, en 1965, est orchestré par l'hebdomadaire Télérama contre la violence des westerns américains, et le second, à partir de 1978, vise l'animation japonaise. Mais cette deuxième vague est différente. Elle ne dénonce pas seulement un contenu, elle dénonce une invasion. Une étude de l'INA de 1991 l'écrit sans détour. La domination des programmes étrangers crée une offre où disparaissent les éléments de la culture nationale et européenne. Et ajoute, plus que dans les scènes de bagarre traditionnelles, la violence imposée aux jeunes téléspectateurs semble bien résider dans cette initiation à une culture étrangère. Le mot « péril jaune » refait surface dans les colonnes de la presse spécialisée. On parle alors de nipponphobie. Pourtant, certains tentent de nuancer. Cédric Littardi, dans la revue Cinémaction, rappelle que ces dessins animés ne sont ni porteurs ni révélateurs d'une culture européenne. Mais ils ne remettent pas en cause la spécificité de chaque chaîne. Ils posent une question provocante.
Pourquoi ne pas regarder le dessin animé nippon en oubliant nos préjugés? Car quoi qu'on en dise, le dessin animé nippon est celui qui, aujourd'hui, plaît le plus aux enfants. Mais ces voix sont minoritaires et bientôt la polémique va monter d'un cran. Dragon Ball Z, le chant du Sangohan. Dragon Ball Rappelez-vous, TF1 privatisé lance donc le Club Dorothée. Le volume de dessins animés japonais explose et avec lui les critiques. En 1988, Télérama publie une série d'articles au vitriol. Je cite: En quelques années, toutes les émissions qui visaient à éveiller l'intelligence des enfants ont disparu au profit d'un magma informe qui valorise la violence crue et la niaiserie sirupeuse. L'affrontement se cristallise dans deux livres publiés en 1989. D'un côté, Ségolène Royal, alors députée socialiste, publie le ras-le-bol des bébés sapeurs. Elle dénonce l'exploitation commerciale des enfants, les programmes vides de sens et la télévision transformée en machine à vendre. De l'autre, François Mariet, chercheur, répond avec Laissez-les regarder la télé. Pour lui, la télévision est l'outil le plus démocratique qui soit. La télécommande, un instrument de citoyenneté. Il enfonce le clou. La télévision est affaire de technologie, de perception et de marketing. Pas de morale. Et puis vient l'incident. En décembre 1990, un épisode de Dragon Ball Z diffusé dans le Club Dorothée. 20 minutes de combat d'une violence inédite. Le journaliste Thierry Bogatti le décrit ainsi: Dragon Ball pisse le sang et risque à quelques centimètres près l'explosion de ses parties génitales. Le scandale est tel que TF1 est contrainte de diffuser un communiqué d'excuses juste avant le journal de 20h, suite à une décision du CSA. Mais que pensaient ceux qui travaillaient au cœur de la machine? Billy, qui a vécu cette époque de l'intérieur, porte un regard sans concession sur ces polémiques. Je pense que vous parlez en l'occurrence là de Ségolène Royal qui avait écrit un bouquin. Bon, je pense qu'à ce moment-là, elle avait besoin aussi, elle, d'avoir les projecteurs braqués sur elle. C'était une occasion de se faire un coup de pub. Voilà, c'était elle, comme voilà, c'était l'animation japonaise. Parce que je pense qu'aussi, les gens connaissaient pas l'animation japonaise, ou peu. Et en réalité, quand on connaît pas quelque chose, ben on en a peur. Un coup de pub. Jean-Luc Azoulay va plus loin, il raconte une anecdote édifiante. Ségolène Royal donc, a fait un bouquin qui s'appelait Le ras-le-bol des bébés sapeurs, où elle nous attaquait en disant qu'il fallait au contraire des programmes comme Bonne Nuit les Petits. Pas de chance pour elle. L'un des réalisateurs du Club Dorothée, c'était Jacques Samin, qui était le créateur de Bonne Nuit les Petits. Donc Jacques Samin est allé la voir à l'Assemblée nationale, il y en a rendez-vous, elle l'a reçue, et il lui a dit voilà, je comprends pas parce que moi j'ai fait Bonne Nuit les Petits, je fais le Club Dorothée. Il n'y a pas vraiment, c'est pas la même époque, ça reste au même âge, mais c'est pas plus violent, c'est une bonne émission pour les jeunes. Elle a dit oui, vous savez, j'ai fait ça pour me faire de la publicité. J'ai fait ça pour me faire de la publicité. L'aveu est sidérant. Jacques Samin, créateur de Bonne Nuit les Petits, le programme que Ségolène Royal élevait en modèle, était aussi réalisateur du Club Dorothée. Mais Jean-Luc Azoulay relativise l'impact de ces polémiques. Ensuite, vous savez, il y a un problème global en France et dans le monde d'ailleurs, avec les journalistes, quand ils ont un os à ronger, on leur dit que le Dorothée est violent et mauvais, ils reprennent tous le même article. Bon, nous, on avait quelques articles de journaux qui tiraient à 300 000 exemplaires et on avait 6 millions de téléspectateurs, donc c'était pas très grave. 300 000 exemplaires contre 6 millions de téléspectateurs, le rapport de force était clair. Mais Billy reconnaît aussi que les critiques n'étaient pas entièrement infondées. Les dessins animés que diffusait le Club Dorothée n'étaient pas des dessins animés pour les enfants. Ce qui est un peu vrai aussi, parce qu'il y a eu des dessins animés qui sont produits par Toei Animation au Japon et qui sont des dessins animés qui sont pas forcément en direction des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites par exemple les Chevaliers du Zodiac ou Dragon Ball, au Japon, c'est pas des dessins animés pour les enfants. Ce sont des mangas qui sont regardés en général par des gens plus grands, plus âgés. Sauf que nous, en France, effectivement, quand Abbé a acheté tout ce catalogue de la Toei, bon, bah, il a acheté un catalogue et dans ce catalogue, bah, il y avait des choses super bien, des choses bien et des choses moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je peux comprendre aussi que le recul qu'il y a eu ouais, des gens qui se disent: «Oh là là». Voilà le nœud du problème. Ces dessins animés n'avaient jamais été conçus pour des enfants de 6 ans. Au Japon, Dragon Ball s'adressait à des adolescents, voire des jeunes adultes. Mais en France, faute de segmentation des publics, tout le monde regardait la même chose. Cette tension entre protection et surprotection
Axel Toss la vit encore aujourd'hui dans l'industrie. Au début des années 2020, il y a notamment eu la signalétique de jeunesse qui est apparue et par rapport à ça, ce sont les cibles, qu'on connaît, -10, -12, -16, -18 et donc par rapport à ça, c'est venu protéger le jeune public et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que c'est venu aussi structurer un peu la diffusion, à savoir que les programmes, même les moins de 10, je crois, il faudrait, vérifier, les programmes moins de 10 sont interdits d'être diffusés en émission jeunesse. Par rapport à ça, il y a une protection qui s'est mise en place et avec une certaine meilleure compréhension. Après, par rapport aux critères, c'est libre un petit peu d'interprétation et c'est là que la posture adulte est encore un peu biaisée, on va dire, parce qu'on a tendance à vouloir surprotéger les enfants et que c'est très différent d'un individu à l'autre, pas standardiser des individus quelque part. Surprotégé, le mot est lâché. Car au fond, ce que les adultes des années 80 et 90 n'acceptent pas, c'est peut-être moins la violence des dessins animés que leur propre impuissance. Impuissance à comprendre ces récits venus d'ailleurs. Impuissance à partager les codes de leurs enfants. Impuissance à contrôler ce flux d'images qui entre dans les foyers sans demander la permission. La réponse institutionnelle viendra. En 1996, le CSA met en place la signalétique jeunesse. Des petits pictogrammes colorés apparaissent à l'écran. Les catégories d'âge viendront plus tard. On catégorise, on classe, on régule. Mais l'efficacité de ce dispositif reste limitée. Une étude de 2001 montre que la signalétique a un impact encore insatisfaisant. Les enfants continuent de regarder les programmes déconseillés. Et les chiffres sont têtus. En 2009, dans le palmarès des 10 programmes les plus regardés par les 4-10 ans, 8 sont des émissions de télé-réalité pour adultes. La forteresse morale n'a jamais vraiment tenu. Mais la bataille ne se limite pas aux dessins animés japonais. Car au même moment, une autre cible émerge, les sitcoms d'AB Productions. Salut les musclés, Hélène et les garçons, Les filles d'à côté, ces séries françaises sont accusées de tous les maux. Niaiserie des scénarios, images dégradantes de la femme, on les compare à du fast-food télévisuel. Et pourtant, elles cartonnent. Hélène et les garçons devient un phénomène de société, les adolescents s'identifient, et les produits dérivés se vendent par millions. Mais cette bataille aura façonné pour des décennies notre manière de penser la télévision des enfants. Comme un danger, comme une menace, comme un champ de bataille où s'affrontent, depuis toujours, deux visions de l'enfance. D'un côté, ceux qui veulent protéger, encadrer, filtrer, et de l'autre, ceux qui font confiance à la capacité des enfants à trier, à choisir et à résister. Ce débat n'est toujours pas tranché, il ne le sera peut-être jamais, mais pendant que les adultes se disputaient sur la violence et la morale, d'autres avaient compris quelque chose de bien plus important. L'enfant n'était pas seulement un téléspectateur à protéger, c'était un client à conquérir. Ta rue, bord de Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Janvier 1979. Le magazine Télé 7 jours titre sur un phénomène étrange les jeunes téléspectateurs saisis par la Goldorakite. En quelques mois, le premier magazine consacré à Goldorak s'est vendu à 1 million d'exemplaires. La chanson du générique, 400 000 disques. 1 million, 400 000, des chiffres qui donnent le vertige et qui vont transformer radicalement la manière dont la télévision regarde les enfants. Car ces enfants, désormais, on ne les éduque plus, on les monétise. Pour comprendre cette mutation, il faut revenir à une question simple. Qu'est-ce qu'un enfant pour la télévision des années 80 ? La réponse tient en 2 mots, un prescripteur. C'est ce que m'expliquait Axel Toss. Question, je pense qu'à partir du moment où l'enfant commence à savoir parler, à savoir un petit peu ce qu'il veut, il peut dire papa, maman, je veux ça ou ça pour Noël ou pour mon anniversaire. Donc, ça, après, c'est une autre question auquel je ne pourrais pas notamment répondre. Mais par rapport à cette notion un peu de diffusion, j'ai envie de dire que tout ça s'est fait un peu presque petit à petit, et que le public se renouvelle aussi au fur et à mesure des générations parce qu'il y a une certaine héritage qui se transmet, il y a certains codes culturels qui se développent et cetera et que, les enfants d'hier deviennent des adultes de demain et que ce sont ces adultes-là après qui produisent des contenus, donc qui rajoutent une certaine pierre à l'édifice et c'est tout cet héritage quelque part qui se transmet, d'une génération à l'autre. Papa, maman, je veux ça. En une phrase, tout est dit. L'enfant n'achète pas lui-même, mais il influence, il prescrit. Et cette influence, les professionnels l'ont mesurée.
Dans les années 90, les enfants pèsent sur 15% des dépenses des ménages français, soit 400 milliards de francs. Comme l'écrit Ségolène Royal dans son livre Pamphlet, le but est de faire du gamin un parfait poisson pilote du supermarché. Et la télévision devient le terrain de chasse idéal. Car la télévision des années 80-90, ce n'est plus seulement des programmes, c'est un écosystème. Un système intégré où tout se tient. L'émission, le générique, le disque, le magazine, le jouet, le concert. Télérama résume, les programmes jeunesse sont devenus de véritables machines de guerre. Les enjeux sont clairs, on pense part de marché, recettes publicitaires et droits dérivés. Le Club Dorothée est l'incarnation parfaite de cette logique. De 1987 à 1997, l'émission est vendue à prix fixe à TF1. Mais elle est financée par bien d'autres sources. Les ventes de disques de Dorothée et de ses acolytes, les spectacles dans les Zéniths de France, les magazines Dorothée Magazine et Club Dorothée Magazine, les cassettes VHS, ou encore les produits dérivés à l'effigie des héros de dessins animés. L'historienne Géraldine Poels note que l'enfant téléspectateur est désormais aussi, avant tout, un consommateur de jouets, ainsi qu'un consommateur de programmes qu'il faut fidéliser. Fidéliser, le mot est capital, car la fidélité de l'enfant d'aujourd'hui, c'est la garantie du client de demain. Billy, qui a travaillé au cœur de cette machine, en décrit la logique implacable. Voilà, c'était ce qu'on appelle chez Disney le 360. Vous voyez, chez Disney, c'est de la même façon, c'est le Disney, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse image, de ce fameux tableau avec Walt Disney, qui vous montre qu'il y a des dessins animés, mais il y a aussi des émissions de télévision, il y a des parcs d'attractions, il y a des produits dérivés, il y a de la musique. C'est ce qu'on appelle depuis toujours le fameux 360. C'est-à-dire que c'est tout un écosystème. C'est-à-dire que si Disney sort des films, mais Disney sort des films parce que derrière, ils savent qu'il y a des produits dérivés, puis parce qu'ils savent qu'il y a des parcs d'attractions, et que dans les parcs d'attractions, on y retrouve les personnages, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on a des chaînes de télévision comme Disney Channel, ou maintenant Disney+, c'est parce que quand vous achetez la marque Disney, c'est parce que vous savez ce que vous allez retrouver sur la marque Disney. Vous allez retrouver les princesses, vous allez retrouver les super-héros, vous allez retrouver Mickey, vous allez retrouver des documentaires sur les animaux, National Geographic, etc., etc. Donc c'est tout un écosystème. Et tout est lié ensemble. La musique va avec le spectacle va avec ça, et ainsi de suite. Donc évidemment, pour répondre à votre question, moi je pense que Jean-Luc dirait la même chose. C'est oui, je pense. Je ne sais pas s'il a pensé au premier jour, mais en tout cas, tout a été construit brique après brique dans ce sens. Le 360, voilà le mot-clé. Tout est lié, l'émission n'est que la partie émergée d'un iceberg commercial. Je sais plus, on avait 26 heures, 24, 26 heures d'antenne par semaine, 1200 heures de programme par an. C'était c'était une chaîne dans la chaîne, AB, à l'époque sur TF1, il faut se remettre en contexte. On prenait l'antenne le matin jusqu'au soir, enfin voilà. Une chaîne dans la chaîne. Et cette logique, Jean-Luc Azoulay ne l'a pas inventée. Il l'a importée de son expérience avec Claude François et Sylvie Vartan. Le Club Dorothée, c'est Salut les copains transposé à la télévision. Non, ça s'est construit au fil du temps, mais ça a été pensé dès le départ par Jean-Luc Azoulay. C'est-à-dire que Jean-Luc, lui, sa façon de penser et sa façon de vivre, j'allais dire, c'est quand lui, il a répliqué, je pense qu'il avait vu à travers le club Sylvie Vartan, puisqu'il avait travaillé avec Sylvie Vartan de nombreuses années, ou le club Claude François, qui avait son propre magazine Podium, sa propre maison de disques Flèche, voilà, ou ce que faisaient les Américains, ou ce que faisait Salut les copains. Donc lui, dans sa tête, c'était évident dès le début qu'il allait proposer une émission de télévision qui s'appelait le Club Dorothée. Le club, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On doit appartenir à cette famille, à ce club. On adhère au club. C'est pour ça qu'il y a la carte de membre. Qu'ensuite, il y avait effectivement les concerts, mais que des concerts, il y avait un magazine, que la musique, les disques, les produits dérivés. Ensuite, Dorothée, ça a été Dorothée, bien sûr, en premier lieu, mais derrière Hélène. Ensuite, Hélène, Christophe Ripper, etc. Une écurie de talents. Et voilà, donc c'était vraiment tout dans sa tête. Depuis le début, c'est programmé comme ça dans la tête de Jean-Luc. Et TF1 a compris que fidéliser un enfant, c'est aussi fidéliser un futur adulte. Ah bah, Tant que évidemment, oui, téléspectateur. ça c'est plus le marché publicitaire avec voilà,
des pubs pour les petits le matin, ensuite des pubs à 10 heures, ensuite les parents à telle heure, à midi, à telle heure, les plus grands en fin d'après-midi. Non, mais bien sûr, tout était savamment orchestré, savamment programmé, savamment produit. C'est pas les cris du hasard, hein, c'est ça que je veux dire. C'est que souvent les gens disent oh les émissions pour la jeunesse, ils croient que oui on s'amuse d'une certaine manière parce que heureusement c'est notre passion et mais c'est tout sauf de l'improvisation. Fidéliser l'enfant pour fidéliser le futur adulte. Voilà la stratégie. Et pour fidéliser, tous les moyens sont bons. Dans Sam Dynamite sur FR3 ou dans le Club Dorothée, les jeunes présentatrices invitent leurs amis à téléphoner pour raconter des histoires, à écrire pour gagner des cassettes, à donner les adresses de leurs amis pour leur faire gagner des Walkman. Le sociologue Éric Neveu décrit ce qu'il appelle la contamination et la superposition des fonctions et des genres télévisuels. Où s'arrête le plateau et où commence la série? Où est la frontière entre publicité et programme? L'exemple le plus frappant, les Toy Séries. Ces dessins animés, G.I. Joe, Captain Power, les maîtres de l'univers, sont totalement parrainés par des fabricants de jouets comme Mattel ou Tonka. Le scénario n'est qu'un prétexte pour vendre les figurines. Armand Matlard, chercheur en communication, décrivait ces nouvelles synergies entre la télévision et l'industrie du jouet. Il ne s'agit plus de lancer un jouet comme produit dérivé classique d'une série ou d'un film, mais de construire autour du jouet une stratégie de marketing passant par un programme. Au lieu de 10 ou 30 secondes de spot, le jouet aura tout le temps de parader une demi-heure. Une demi-heure de publicité déguisée en dessin animé, tous les jours, dans les foyers français. Mais le système le plus sophistiqué, c'est sans doute celui d'AB, qui l'invente. Car AB, ce n'est pas seulement le Club Dorothée, c'est une usine à contenu intégrée verticalement. Au début des années 90, Jean-Luc Azoulay et Claude Berda lancent Salut les musclés, les acteurs, les musiciens de Dorothée. Ces 5 personnages masculins vivent des aventures dont le seul ressort est la conquête amoureuse. L'un d'entre eux a une nièce, Justine, qui devient l'héroïne de Premier baiser. Justine a une sœur, Hélène, qui donne naissance à Hélène et les garçons. Hélène et Justine ont une cousine, Lola, héroïne du miel et des abeilles. Un univers entier, interconnecté, où les personnages circulent d'une série à l'autre. Et tous ces jeunes acteurs, souvent recrutés chez les mannequins, sont promus chanteurs par AB, et leurs disques se vendent par millions. Pour comprendre cette logique, il faut revenir à une théorie académique. Axel Toth m'a parlé des travaux d'Henry Jenkins sur le transmédia. Par rapport à ça, je t'invite à regarder les écrits de Henry Jenkins, qui est l'auteur de cette théorie, euh, où du coup, un univers narratif va être coordonné sur différents supports pour avoir des apports au niveau de l'univers. Donc, tu vas avoir, par exemple, je parle des adaptations manga, vu que c'est un sujet. Tu vas avoir la version manga arriver en premier. Ensuite, tu vas avoir potentiellement une adaptation en animé. Puis tu peux avoir une version en roman, une version en light novel, une version en jeu vidéo. Cette logique de franchise avant l'heure, Axel Toth la théorise aujourd'hui comme le passage du transmédia au supramédia. Dans ma thèse, moi, je développe l'idée qu'en fait, à travers tout ça, on est passé d'un transmédia à un supramédia. En fait, c'est quelque chose où on a une sphère culturelle et médiatique et une sphère tout aussi culturelle, mais qui est de l'ordre du commercial. Où le fait d'acheter un t-shirt ou d'acheter un mug, un pins, un badge, n'importe quoi, participe à une adhésion par rapport à l'œuvre, à étendre l'expérience spectatorielle par rapport à cette œuvre, mais en dit aussi beaucoup sur l'identité et la culture de l'individu. Le fait d'acheter un t-shirt à l'effigie de Dragon Ball, c'est pas la même chose que d'acheter un turban à l'effigie de Senseiya, par exemple. Et pourtant, on est dans une logique quand même qui est assez similaire, mais sur des cultures différentes à la fois. Donc c'est pour ça que moi, le côté merchandising qui vient étendre l'expérience spectatorielle pour justement permettre aux gens de plus s'attribuer ces œuvres, correspond aussi à des codes sociaux et donc vient amplifier la chose. C'est pour ça que j'ai préféré, moi, à titre personnel, développer cette idée de supramédia. On est quelque chose de plus simplement médiatique, mais dans la vie de tous les jours. L'achat d'un produit dérivé donc n'est plus seulement un acte de consommation, c'est un acte identitaire, une manière de dire qui on est. Et puis, au seuil des années 2000, le système atteint son apogée avec un phénomène venu du Japon, Pokémon. Cette franchise, créée en 1996, a d'abord été exploitée en jeu vidéo avant d'être diffusée en dessin animé en France à partir de septembre 1999 sur Fox Kids, puis de janvier 2000 sur TF1. Elle est déclinée en jeu de cartes, en long métrage et en produits dérivés à l'infini.
La Pokémania génère des milliards, au bénéfice de Nintendo et Hasbro principalement. Les cours de récréation sont envahis, le système est désormais parfaitement rodé. En 20 ans, la télévision jeunesse a donc accompli une mutation radicale. Elle est passée d'un service public soucieux d'éduquer à une industrie soucieuse de vendre. D'une logique de contenu à une logique de licence, d'un téléspectateur à fidéliser à un consommateur à formater. Comme le note amèrement Martine Chalvon, responsable jeunesse de FR3, l'argent des produits dérivés qui polluent les enfants devrait être blanchi en revenant au service jeunesse des chaînes, pour alimenter la production. Mais c'est un vœu pieux, la machine est lancée et elle ne s'arrêtera plus. Car cette machine, née en France dans les années 80, va bientôt se mondialiser. L'animation française va apprendre à jouer selon les règles du marché international et elle va y exceller. Ulysse, Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. La Pokémania a démontré une chose. Les contenus jeunesse traversent les frontières. Un personnage né au Japon peut devenir en quelques mois le compagnon de millions d'enfants français. Mais cette mondialisation ne date pas de Pikachu. Elle s'est construite patiemment depuis le début des années 80. Et elle a transformé l'animation française en industrie d'exportation. C'est l'histoire d'une métamorphose, celle d'un artisanat qui devient usine mondiale. Pour comprendre cette mutation, il faut revenir à un constat brutal. Albert Barillet, le créateur des séries d'animation Il était une fois l'homme ou encore Il était une fois la vie, l'a formulé sans détour. Le seul moyen de rentabiliser un dessin animé est d'obtenir une audience internationale. Une audience internationale. Voilà l'équation de départ. Un dessin animé français diffusé uniquement en France ne peut pas être rentable. Les coûts de production sont trop élevés et les budgets des services jeunesse des chaînes trop limités. Alors que faire ? La première solution, c'est la sous-traitance. Au début des années 80, les producteurs français qui veulent rester compétitifs sont contraints de délocaliser une partie du travail. De conception française, la série animée est réalisée en Asie. Un professionnel de l'époque l'explique crûment. En Asie, tout le monde dès l'école sait dessiner, puisque l'écriture est elle-même dessin. L'enfant manie très vite le pinceau et la brosse. Ces petites mains habiles constituent une main-d'œuvre bon marché. Et c'est l'orientation prise par Georges Chalopin, fondateur de la DIC, Diffusion, Information, Communication. Sa société Créatour va révolutionner le modèle économique de l'animation française. En 1981, FR3 et la DIC lancent une coproduction franco-japonaise qui va faire date. Ulysse 31. Martine Chalvon, responsable des programmes jeunesse de FR3, raconte cette aventure. L'histoire de cette collaboration a été aussi passionnante que celle du héros de l'aventure. Va-et-vient constant entre les deux pays. Choc de deux cultures. Les Japonais ont apporté leur talent de dessinateur et leur technique, et les Français leurs idées, les textes et les dessins. Le thème de l'Odyssée revient en français. Les Japonais suggèrent le cadre, l'espace au XXIe siècle. C'est un juste milieu entre le maintien d'une production artisanale autonome, mais onéreuse, et l'achat de séries étrangères complètes, peu coûteuses, mais parfois de qualité médiocre. Ulysse 31 devient un succès, les enfants se passionnent pour l'épopée antique, et plusieurs enseignants en profitent pour aborder ce thème en classe. Contrairement à Goldorak, qui éloignait les parents de leurs enfants, Ulysse 31 les rassemble devant un écran. Jack Lang, ministre de la Culture, donne le coup d'envoi à un plan ambitieux, la relance de l'industrie nationale française de l'animation. Le ministère, par le biais du CNC puis de l'agence Octet, oriente son action vers la formation. À tous les stades de la production, animateurs, intervallistes, directeurs de la production, le but, retrouver une compétitivité sur le marché international en adoptant les mêmes méthodes et stratégies que les Japonais et les Américains. Long métrage, grande série, produits dérivés. Tout en préservant l'originalité et l'identité culturelle des dessins animés français. Et la ministre, Catherine Tasca, quelques années plus tard, créera un troisième guichet de soutien spécifiquement dédié au programme jeunesse. 90 millions de francs en 1989-1990, les chaînes publiques augmentent leurs commandes, l'animation devient, selon ses propres mots, le fer de lance des exportations audiovisuelles françaises. Mais cette internationalisation a un prix culturel.
Le sociologue Éric Neveu a forgé une expression saisissante pour décrire ce phénomène, la pasteurisation des programmes. Pour être rentable, une série doit être coproduite et exportée, ce qui suppose de gommer largement tout particularisme culturel excessif susceptible de se heurter à des difficultés de réception ou de traduction dans l'un des pôles du triangle Europe, Amérique du Nord, Japon. Le résultat, des programmes conventionnellement dépouillés de leurs particularismes culturels et nationaux, tout entiers soumis au règne d'une technique sans ancrage social, d'un affrontement abstrait du bien et du mal. Martine Chalvon de FR3 constatait l'étroite corrélation entre les progrès d'un marché mondial des programmes et la place prise par les séries spatiales. L'espace est l'univers déculturalisé par excellence. Pas de tradition locale, pas de référence nationale, un décor neutre, exportable partout. Cette standardisation culturelle accentue la vie encore aujourd'hui dans son travail de producteur. Je pense aussi notamment à un truc, tout bête, le film, Vice Versa, où il y a une image sur les réseaux sociaux qui a tourné, ou pour dans certains pays, ceux qui ne n'aimaient pas, c'est par exemple les choux de Bruxelles, et je crois qu'au Japon, par exemple, c'est les brocolis qu'ils n'aiment pas. Donc sur la même version d'un film d'un pays à un autre, il peut y avoir certaines différences, là-dessus. Et nous, par exemple, à Dwarf, un projet qu'on a eu, on a voulu nommer un personnage de telle manière et on a reçu un avis extérieur en disant que: «Attention, ce nom-là, dans tel pays, ça passera pas parce que c'est trop connoté négativement, notamment pour les enfants». Des brocolis au lieu de choux de Bruxelles, un prénom refusé pour cause de connotations négatives, voilà à quoi ressemble au quotidien la mondialisation de l'imaginaire enfantin. Mais l'internationalisation ne se limite pas à la production, elle transforme aussi la diffusion. Car au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, une révolution silencieuse est en cours, l'essor des chaînes câblées pour enfants. Avril 1983, aux États-Unis, Disney lance sa propre chaîne, ce Disney Channel. Son ascension rapide tient à trois avantages. D'abord, le soutien assuré des puissants studios Walt Disney. Ensuite, la médiocrité et la violence des programmes offerts par les chaînes concurrentes. Enfin, la déréglementation entreprise par la FCC qui allège les contraintes quantitatives et qualitatives pesant sur les programmes pour enfants. Mais Disney n'est pas seul. Nickelodeon, lancé dès 1979, compte en mars 1987 32 millions d'abonnés. Et 92% des enfants abonnés manifestent une vive satisfaction pour les programmes de la chaîne. Le sociologue Éric Neveu analyse ce phénomène. Le manque d'originalité des programmes des networks, fondés sur les dessins animés, leur a coûté en 15 ans une perte de 40% de leur audience enfantine au profit du câble. La logique économique oblige en effet le câble à justifier ses coûts par une programmation originale, séries en vue réelle, des programmes préscolaires, des émissions consacrées à la culture jeune, des jeux, des programmes consacrés aux problèmes spécifiques des adolescents ou encore des programmes rock. Et la France. L'essor du câble s'y réalise avec lenteur, mais quelques chiffres sont significatifs. La présence d'une chaîne câblée pour enfants apparaît dans les familles comme le premier motif d'abonnement, 70%. Il suffirait d'un taux de 15% d'abonnés sur les 15 premiers bassins de population pour faire franchir à Canal J le seuil de rentabilité de 400 000 abonnés dans les années 80. Canal J joue un rôle précurseur puisque depuis le début des années 90, après la disparition de la 5, les programmes jeunesse ont reflué sur les chaînes hertziennes et migré vers les chaînes du satellite et du câble. Billy, qui animait des émissions sur Canal J pendant près d'une décennie, à la fin des années 90, début 2000, dont le célèbre Yap Yap, a vu cette chaîne inventer quelque chose de nouveau. Ils étaient pionniers, quoi. Ils étaient quand même en avant-garde de plein de choses, Canal J. Si on réfléchit bien, c'est eux qui ont lancé Titeuf, c'est eux qui ont lancé Totally Spice. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient vraiment, même dans les dessins animés, dans les coproductions, ils étaient hyper pointus, quoi. Hyper pointus. Parce que très à l'écoute aussi de ce que voulait l'audience, vous voyez? Titeuf, Totally Spice, des séries françaises qui vont conquérir le monde, Canal J a joué le rôle d'incubateur pour l'animation française. Et puis vient l'explosion des années 2000. La multiplication des chaînes permet enfin un affinage sensible du ciblage des publics jeunes. Exactement. Nous, on s'adressait à ce qu'on appelait les 4-14 ans à l'époque. Vous imaginez bien. Vous imaginez bien qu'un enfant qui a 4 ans, qui a 6 ans, qui a 8 ans, qui a 10 ans, qui a 12 ans, qui a 14 ans, il ne regarde pas la même chose. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un paquet de chaînes de télé ou un paquet de trucs, parce que tout est segmenté. Un contraste saisissant avec la case universelle des débuts. La multiplication des chaînes permet enfin un affinage sensible du ciblage des publics jeunes. Car pendant longtemps, les chaînes généralistes ont donné à leur tranche jeunesse une cible large. Pour des raisons économiques,
On ne voulait pas fragmenter un public déjà étroit. Mais les chaînes thématiques changent la donne. TJ, Pee-wee, Boomerang, Playhouse Disney, Nickelodeon Junior ciblent les moins de 7 ans. Entre 2005 et 2007, Baby TV et Baby Fair sont même créés pour les moins de 2 ans. Et les outils de mesure s'adaptent. Médiamétrie, qui ne mesurait que les téléspectateurs de plus de 15 ans jusqu'en 1971, puis les 10-14 ans, a étendu ces mesures aux individus à partir de 4 ans depuis 1994. Preuve que les annonceurs s'intéressent désormais aux plus jeunes. En 20 ans, l'imaginaire des enfants est donc devenu mondial. Les mêmes personnages de Tokyo à Paris, en passant par Los Angeles, peuplent les rêves des enfants. Les mêmes récits, dissés pour traverser les frontières, s'imposent partout, et les mêmes chaînes, Disney, Nickelodeon, déclinent leurs programmes sur tous les continents. Et la France dans ce paysage? Eh bien, elle a appris les règles du jeu. L'animation française est devenue le deuxième secteur d'exportation audiovisuelle du pays, derrière le cinéma, mais devant la fiction. Mais cette réussite économique masque une question plus profonde. Car si l'imaginaire des enfants est mondial, est-il encore leur imaginaire? Ou est-il devenu un produit standardisé, conçu par des adultes pour plaire au plus grand nombre? Cette question, c'est celle de l'héritage de 60 ans de télévision jeunesse. Et même à l'autre bout du monde, quel que soit l'endroit où l'on soit, aussi vrai que la terre est ronde, un jour on se retrouvera. 28 août 1997, le Club Dorothée tire sa révérence après 10 ans d'antenne sur TF1. Pour des millions d'enfants devenus adultes, c'est la fin d'un rituel. Les mercredis après-midi ne seront plus jamais les mêmes. Une page se tourne, mais une autre s'ouvre. Et elle va révéler quelque chose d'inattendu. Les enfants de la télé n'ont pas disparu. Ils ont grandi et ils n'ont pas oublié. Comment cette fin a-t-elle été décidée? Jean-Luc Azoulay nous raconte. On a lancé ABSAT. Au départ, on aurait dû le faire avec TF1. Claude Berdet et Patrick Lelay ne se sont pas entendus, donc je vous ai dit on le fait tout seul, on l'a fait tout seul. Et Patrick Lelay a dit maintenant vous n'êtes plus nos fournisseurs, vous êtes nos concurrents, donc on ne peut pas supporter de nourrir nos concurrents, donc on arrête tout. Voilà, c'est aussi bête que ça. La logique était donc purement commerciale. Plus de 1000 personnes. Voilà ce que représentait AB Productions à son apogée. Et Patrick Lelay aurait regretté cette décision. Pour comprendre ce qui se joue à la fin des années 90, il faut mesurer l'ampleur de la transformation. À partir de la rentrée 1997, TF1 programme des séries animées diffusées en enfilade, tout plus ou moins directement associées à des jouets précis. Le dessin animé Sonic fait évoluer son personnage dans un environnement équivalent à celui du jeu vidéo. Dialogue, intrigue et bande sonore sont les répliques exactes du jeu. L'industrialisation et l'internationalisation des programmes audiovisuels ont eu pour corollaire une mutation profonde. L'imbrication des messages publicitaires avec les messages fictifs forge une structure narrative qui constitue elle-même une forme de conditionnement commercial. Car le paradoxe des années 2000, c'est l'abondance. Souvenez-vous des chiffres. En 1957, l'unique chaîne française diffusait 110 heures de programmes jeunesse par an. En 1979, les 3 chaînes proposaient 500 heures. En 90, on atteignait 4450 heures sur les chaînes hertziennes, plus 5000 heures sur Canal J. En pratique, l'offre avait doublé en une décennie. Et ce n'est que le début. Avec la multiplication des chaînes thématiques, puis l'arrivée des plateformes de streaming, l'offre devient pléthorique. Mais cette abondance a un effet pervers. Pour émerger dans cette masse, il faut des hits mondiaux, des super licences capables de traverser les frontières et les écrans. C'est ce qu'on appelle la blockbusterisation de l'animation. L'exemple parfait, Miraculous. Cette série française créée par Thomas Astruc et produite par Sactoon est devenue un phénomène mondial. Diffusée dans plus de 120 pays, traduite en de dizaines de langues, déclinée en jeux vidéo, en jouets, en vêtements et même en comédie musicale à Broadway. Mais pour atteindre ce succès planétaire, Miraculous a dû être conçue dès le départ pour le marché mondial. Une héroïne parisienne, mais avec des références universelles. Des valeurs transversales, un graphisme qui emprunte autant au manga japonais qu'à l'animation américaine. C'est le paradoxe de la mondialisation. Pour exporter l'imaginaire français, il faut le standardiser. Mais la transformation la plus surprenante n'est pas dans la production, elle est dans le public. Car les enfants de Goldorak, de Dorothée, du Disney Club, de Yap Yap ont grandi. Ils ont 30, 40, parfois 50 ans, et ils n'ont pas tourné la page. On les appelle les kidultes. Un néologisme apparu dans l'industrie du jouet pour désigner ces adultes qui continuent d'acheter des figurines, de collecter des produits dérivés et de regarder des dessins animés. Axel Toth, lui-même trentenaire, se reconnaît dans cette génération. Le terme adulte, à savoir qu'il est apparu notamment pour désigner les publics, mais côté industrie, des jeux de société.
pas tant côté, audiovisuel. Audiovisuel, on va parler de cibles ado-adultes de manière, générale et en fait, donc comme, le nom, le sous-entend, ce sont des adultes qui continuent à jouer à certains jeux comme des enfants. Donc par rapport à ça, je pense qu'il y a un effet un peu plus global qui s'est développé, où la pop culture a vachement, heu, marqué les esprits, c'est vachement popularisé, que ce soit contenu américain ou contenu, japonais et je pense que tout ça est venu, entretenir et préparer un petit peu tout ce travail-là. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis partie d'une génération où on a à peu près, 30 ans et je me reconnais maintenant dans ces Kidult. C'est-à-dire que j'ai grandi surtout avec du contenu japonais, j'étais un peu moins attiré par les comics, personnellement. Mais il n'empêche que je connais quelques trucs, j'ai vu, les Iron Man quand ils sont sortis au cinéma, j'ai vu des Spider-Man, et cetera, et cetera. Mais ce phénomène qu'adulte révèle quelque chose de plus profond qu'une simple nostalgie. Il révèle que la frontière entre enfance et âge adulte s'est brouillée, que les contenus jeunesse ne sont plus réservés aux enfants et que l'animation est devenue un art à part entière capable de toucher tous les publics. Le sociologue Eric Neveu l'avait pressenti dès 1990 quand il parlait de Kidulte Programme. Ces programmes associant, avant les grands carrefours du début de soirée, toute la famille devant le poste. L'attrait des enfants pour les programmes adultes n'était pas une nouveauté, remarquait-il. Ce qui était nouveau, c'était l'attrait des adultes pour les programmes enfantins. Et maintenant? Maintenant, les enfants ne regardent plus seulement la télévision. Ils regardent YouTube, TikTok, Netflix. Ils ont leur tablette, leur smartphone, et l'écran n'est plus dans le salon, il est carrément dans leur poche. L'historienne Géraldine Poels a dressé ce constat. L'abandon du téléviseur ne signifie pas la fin de la télévision. La télévision a migré, elle s'est fragmentée, mais elle n'a pas disparu. Et demain, Axel Toss, lors d'une conférence professionnelle à Angoulême, a entendu une prédiction inquiétante. En novembre dernier, j'étais au Radiraf, donc à Angoulême, qui est un événement spécial autour de l'animation, qui fait un état des lieux un peu de la techno, mais aussi de des formations et il y avait une conférence qui traitait de l'insertion de l'intelligence artificielle dans la production. Donc là, un gros warning, là-dessus: «Attention, l'intelligence artificielle va voler nos métiers». Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont se créer, d'autres qui vont se transformer. Mais par rapport à ça, l'un des secteurs de marché qui risque d'être pris d'assaut par l'IA, c'est ce qu'on appelle le contenu preschool. Donc, par exemple, pour les jeunes enfants, parce qu'ils n'ont pas encore été éduqués au contenu, ils n'ont pas encore été éduqués à la bonne image, à la belle histoire. Donc, entre guillemets, ils s'en fichent un petit peu de consommer les images. Et par rapport à ça, avec les réseaux sociaux, ben, il y a des contenus de plus en plus fragmentés aussi qui sont diffusés. Des dessins animés générés par algorithmes calibrés pour capter l'attention des tout-petits, la boucle serait bouclée. Après avoir standardisé les contenus pour le marché mondial, on les automatiserait pour le marché de l'attention. Billy confirme cette évolution. Aujourd'hui, pour produire, il ne suffit plus d'avoir une bonne idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant de vous parler de un diffuseur quelconque, au lieu de vous parler d'une idée, au lieu «Parle-moi de ton idée» ou «Parle-moi de ton projet», il va dire: «Parle-moi du data». C'est-à-dire donne-moi des chiffres, donne-moi des éléments qui me permettent de savoir si, ce projet va marcher. Donc, je dirais que on y a toujours eu du data parce qu'à l'époque, on appelait pas ça du data, on appelait ça du c'était les audiences, les études, et cetera. Mais avant, ce qui primait, c'était une idée. Je vais à TF1, j'arrive avec une idée, une bonne idée. Aujourd'hui, quand vous arrivez avec TF1, vous n'arrivez pas avec une idée, vous devez arriver avec ou un format qui existe déjà ou du data et du data. C'est-à-dire de montrer que voilà, votre show, il peut marcher, plaire à telle personne pour telle et telle raison, et voilà. Et vous avez raison, les plateformes sont, c'est normal, elles sont arc-boutées par l'algorithme parce qu'aujourd'hui, ils savent exactement qui les regarde, pourquoi Billy, il aime tel genre de film, tel genre de série, à quel moment il va zapper, à quel moment il... Et pareil pour la musique. De la data, des chiffres, des études de marché, la créativité encadrée par les algorithmes. Car c'est bien de cela qu'il s'agit au fond. De Télévisus à l'IA, de Casimir à Miraculous, de William Magnien scrutant 20 écoliers le samedi après-midi aux algorithmes de recommandation, la télévision jeunesse n'a jamais cessé de chercher à comprendre l'enfant, ou plutôt à le capter. L'historienne Poels l'a formulé ainsi: depuis les années 60, la télévision constitue les enfants à la fois comme classe d'âge et comme public distinct. Elle a contribué à uniformiser l'expérience de l'enfance, au moins sur le plan des loisirs et de la culture. Mais cette uniformisation a un prix. Les stratégies marketing des chaînes consistent désormais à distinguer et à cibler de plus en plus finement, au sein du public jeune, des segments toujours plus étroits. Le surdécoupage dont parlait Axel Toss, Preschool, Kids, Teens, Bridge, est l'exact opposé de la case universelle des années 80.
On est passé d'un rendez-vous collectif national à une consommation mondiale fragmentée mais uniformisée. Les mêmes contenus, partout, mais chacun devant son écran, seul. Jean-Luc Azoulay porte un regard mélancolique sur cette évolution. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait plus d'émissions comme ça parce que ça fédérait l'ensemble des jeunes. Et maintenant, il n'y a plus rien qui fédère l'ensemble des jeunes. Ils sont sur les réseaux sociaux, il y a tous les habits, toutes les choses. Il n'y a plus aucune émission qui les fédère autour d'un même programme. Et ça, c'est dommage pour la cohésion. Je vais être employé un terme grandiloquent pour la cohésion de la société. Voilà, et c'est dommage. Dommage pour la cohésion de la société. Le créateur du Club Dorothée pointe ce que nous avons peut-être perdu, un rendez-vous commun. Alors, qu'avons-nous appris? Que la télévision jeunesse n'a jamais été un jeu d'enfant. De 1949 à aujourd'hui, elle a été tour à tour laboratoire pédagogique, champ de bataille morale, machine commerciale, industrie d'exportation. Elle a inventé l'enfant téléspectateur, puis l'enfant prescripteur, puis l'enfant consommateur. Elle a traversé des paniques morales, Goldorak, Dragon Ball, les sitcoms d'AB, et des révolutions industrielles, la privatisation, l'internationalisation et la numérisation. Elle a fait naître des rituels, le mercredi après-midi, le goûter devant l'écran, les génériques qu'on chante encore 20 ans plus tard. Et elle a fabriqué quelque chose d'inattendu, une mémoire commune. Car les enfants de Casimir, de Goldorak, de Dorothée, de Biddy sont devenus les adultes d'aujourd'hui. Ils portent en eux les traces de ces heures passées devant le poste. Pas seulement de la nostalgie, une grammaire, une manière de raconter des histoires, une sensibilité au rythme, à l'image, au son, un imaginaire partagé qui traverse les générations et les frontières. Le sociologue Éric Neveu comparait la télévision jeunesse des années 80 à une cuisine gastronomique, des chefs, des pédagogues, préparant donc des plats pour un convive qu'on n'avait jamais consulté. Aujourd'hui, c'est plutôt du fast-food mondial, des recettes standardisées servies sur tous les écrans de la planète et calibrées par des algorithmes pour maximiser l'attention. Mais entre ces deux extrêmes, il y a eu des moments de grâce, des créateurs qui ont osé, des émissions qui ont marqué, des personnages qui ont accompagné des millions d'enfants dans leur découverte du monde. Alors non, la télévision n'a pas abîmé les enfants comme le craignaient les pédagogues des années 50. Elle ne les a pas non plus libérés, comme le prétendaient les défenseurs du marché dans les années 90, elle les a accompagnés. Tant bien que mal, avec ses maladresses, ses excès, ses trouvailles géniales et ses ratages monumentaux. La télévision jeunesse est le miroir grossissant de notre rapport à l'enfance, et ce miroir nous renvoie une question qui n'a jamais été tranchée. Qu'est-ce qu'un enfant? Un être fragile à protéger? Un consommateur à séduire? Un citoyen en devenir? Un rêveur à émerveiller? La réponse peut-être, c'est tout cela à la fois. Et c'est pour cela que 75 ans après Télévisus, nous continuons à nous interroger sur ce que nous montrons à nos enfants. C'était l'épisode 5 d'Encyclomédia. Merci de nous avoir suivis et merci à nos invités Jean-Luc Azoulay, Billy Richard et Axel Toss. Le mois prochain, on s'intéresse aux jeux vidéo, à la conquête de la télévision. Retrouvez cette émission sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Deezer et Spotify entre autres, ainsi que sur le site radiocampusparis.org. Et en attendant, continuez à décrypter l'histoire des médias sur encyclomédia.fr. Très bonne soirée sur notre antenne.